Le métavers, où en est-on du métavers? Alors qu'il semblait il y a quelques mois sur toutes les bouches, aujourd'hui, ce qu'on lit et ce qu'on entend ressemble plutôt à ça. La fin du métavers, le flop du métavers, la désillusion du métavers. L'occasion de revenir aujourd'hui avec nos invités aux origines, à l'ambition initiale de ces nouveaux univers virtuels et immersifs. Pour faire le point, ils sont deux sur notre plateau, un en Skype qui nous rejoint. Guillaume Moreau, il est directeur délégué recherche et innovation au IMT Atlantique et il travaille également pour le laboratoire LabStick. Vous êtes avec nous en visio. Bonjour Guillaume Moreau. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner à distance. Thomas Tassin, lui, est avec nous, directeur général de Mira, un métavers français qui se veut éthique et respectueux. Thomas Tassin, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Thomas Tassin, où en est-on vraiment de l'intégration du métavers aujourd'hui par les entreprises, de son usage des particuliers? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Des chiffres, non. Je pense que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. C'est une transformation qui est assez profonde. Ouais. Et qui a été en fait introduit comme arrivant et de manière très forte par Meta, avec on va dire presque un coup d'État, de dire le métavers c'est nous et c'est maintenant. Donc les médias s'en sont saisis et il y a eu, ce que vous dites, une espèce de hype, mais en fait il n'y a même pas eu d'adhésion du public, ça a été trop rapide. Et puis en bout de 3 mois, donc il y a eu c'est maintenant et puis c'est plus jamais. Ouais. On est passé comme ça, c'est assez particulier. Je pense que ça peut même... De la même manière qu'on a survendu son utilisation, ouais, en fait, c'est un vrai on a trop vite annoncé son déclin. Je pense que c'est un vrai cas d'école pour l'innovation. C'est-à-dire qu'on a un processus de fond qui est très fort, avec des acteurs qui ne sont pas méta et qui sont beaucoup plus légitimes. On peut penser à Nvidia, Unreal, Qualcomm, vous l'avez cité, Unity aussi, qui, eux, développent des choses qui font que, de toute façon, on arrive... je dirais, à ce qu'est la modélisation 3D, à l'informatique spatiale, et qui va être un nouveau médium qu'on va utiliser. Donc ça, on peut en discuter, mais ça arrive. Ça arrive, c'est assez passionnant, on rentre dans des univers, on peut toucher des objets, on peut s'envoyer des choses 3D, on peut se retrouver ensemble, on peut presque se téléporter dans des lieux, etc., etc. Donc on est sur quelque chose de complètement nouveau, et les cas d'usage, il y en a des tonnes. Oui, on va en parler évidemment. Voilà, il y en a des tonnes, ils ne sont pas forcément là. Aujourd'hui, ils arrivent. Donc, on est le nez dans le guidon, les chiffres, Meta dit c'est maintenant, tout le monde est complètement bloqué, puis il se passe 2 semaines, on dit ah ben enfin c'est pas maintenant, on arrête. Eh ben non, et tout l'écosystème continue, et le danger, c'est de se dire c'est fini, et après de se faire surprendre par la vague qui revient. C'est tout. Guillaume Moreau, est-ce que vous faites le même constat, c'est-à-dire de cet emballement médiatique d'un côté et de l'autre, mais que finalement, derrière tout ça, il y a une véritable innovation, technologie qu'on va tous utiliser ces prochaines années? C'est difficile à dire. Comme disent les Danois, c'est difficile de faire des prédictions, surtout quand ça concerne l'avenir. Plus sérieusement, on a aujourd'hui une offre technologique qui a été dopée par l'arrivée des smartphones, l'arrivée des cartes graphiques, une offre logicielle qui est conséquente, mais finalement, tout ça existe quelque part depuis une vingtaine d'années. Donc c'est ce qu'on fait dans les laboratoires de recherche, c'est ce qu'on fait avec les entreprises. La grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, toute cette technologie devient accessible au grand public à des prix beaucoup plus modiques. Pour relativiser la notion de modicité, on parle d'un petit millier d'euros aujourd'hui, pour prendre des ordres de grandeur, là où il y a encore 15-20 ans, quand on faisait de la réalité virtuelle avec un constructeur automobile, les budgets étaient de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros, pour ne pas dire plus. Donc aujourd'hui, il y a un point d'inflexion qui est lié au coût du matériel. Pour autant, est-ce que les usages se sont développés, comme le disait M. Tassin à l'instant? Pas encore, ou peut-être pas. C'est-à-dire que ce n'est pas prouvé que ça va marcher. Mais en même temps, c'est pas prouvé que ça va pas marcher non plus. Est-ce que vous pouvez nous donner, moi, Thomas Tassin, peut-être que je poserai la même question à Guillaume Moreau, votre définition du métavers? Alors, le métavers, c'est un terme qui est à l'origine un nom propre par Neil Stephenson, qui a été défini dans un roman en 92 qui s'appelle Snow Crash. Et donc, c'est ça le métavers. Vous prenez, c'est un lieu qui est défini dans un roman, c'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc vous prenez cette définition-là. Ensuite, c'est des univers spatials, c'est des univers de l'informatique 3D, ce que vous voulez. Mais le métavers, c'est ça. Et il y en a plusieurs d'ailleurs des métavers? Ben non, il n'y en a qu'un, c'est celui de Neil Stephenson. Tout le reste, ça a été repris, c'est devenu un nom commun. Maintenant, je crois qu'il est dans le dictionnaire. Mais à l'origine, c'est que ça. Donc après, ce dont on parle, nous, c'est d'univers
3D, des univers immersifs, et ça recouvre énormément de choses. Énormément de choses, d'abord parce qu'il y en a qui disent que c'est en VR, il y en a d'autres qui disent que c'est sur écran, il y en a qui disent qu'il faut que ça soit pour les jeunes, d'autres c'est du patrimonial, et donc en fait c'est un ensemble, c'est un nouveau médium qui ouvre à d'énormes potentiels éditoriaux. Et toutes ces visions-là, elles ont le mérite d'exister? Ah bah elles existent, elles sont en train d'être construites, et chacun va apporter sa pierre à l'édifice. Donc l'Internet, c'est un ensemble de choses, et on fait beaucoup de choses sur Internet. L'écriture, c'est un ensemble de choses, on fait beaucoup de choses sur Internet. Le cinéma, c'est pareil, et là, c'est pareil, on parle de l'informatique spatiale. Parce que derrière cette question de la définition, il y a aussi la question de l'objectif initial de ces univers. À quoi ils peuvent nous servir? En fait, on reprend au début, c'est une nouvelle représentation du monde. Voilà. À quoi sert la sculpture? Ça permet de représenter des choses en 3D, et ensuite vous déclinez. Et donc là, au lieu d'écrire, au lieu de dessiner, on peut faire des choses en 3D et les faire ensemble. À quoi ça sert? Ça va servir à faire, par exemple, du patrimonial. On peut aller découvrir des choses qui n'existent plus, remonter dans le temps. Plutôt que s'appeler, on dit tiens, on se retrouve ensemble à tel endroit et on va se parler comme ça. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Oui, parce qu'il y a un sentiment de présence très fort et on peut se parler en se promenant dans la rue. Ou alors on peut se parler en allant se montrer quelque chose. Ou alors on peut jouer ensemble. Donc on peut voir, et ça peut être un jeu, ça peut être quelque chose de très sérieux. Et quelque part, moi, j'ai pas envie de figer ça. Parce que ça va arriver et chacun va en faire quelque chose. Et ça va dépendre des âges, ça va dépendre des envies, ça va dépendre des moments de la vie aussi. Et ça va pouvoir être sur écran. Aujourd'hui, on parle de la VR, mais en fait, nous, dans Mira, vous entrez dans Mira, vous êtes en VR et vous allez rencontrer des gens qui sont sur leur téléphone portable, à l'autre bout du monde. Vous allez dire, tiens, t'as vu cette sculpture, elle fait 5 mètres, c'est dingue. Voilà. Et c'est tout, et ça, c'est déjà énorme. À qui s'adresse le métavers Mira? Dites-nous comment vous l'avez pensé, construit. Alors, et ça c'est intéressant ce que vous avez dit Stéphane par rapport au design. À un moment vous êtes passé sur le design. On s'est dit, quelle est la spécificité française? J'ai dit Unreal, Nvidia, tout ça, quelque part c'est des acteurs très très forts, très gros, et c'est un rouleau compresseur. Donc c'est pour ça, est-ce que ça arrive pas? Demandez-leur, vous allez voir que ça arrive. Quelle est la spécificité française? Et c'est comme dans le cinéma, on n'est pas Hollywood. En revanche, on a quand même un cinéma français qui est très fort. On sait faire de l'éditorial. On a une vraie pensée qui part du design, qui part de l'esthétisme, qui part de la pensée, ça nous vient des Lumières. Et là, notre spécificité dans Mira, c'est de pouvoir faire du beau, de travailler autour de tout ce qui est premium et d'avoir une expérience qui est très émotionnelle. Et de ne pas perdre ça. Quand vous prenez Meta ou des gros acteurs qui viennent vraiment de l'informatique, des techs, c'est des boîtes où vous avez 10 000 personnes qui sont des techs. Vous mettez un artiste dedans, il tient pas 10 minutes. C'est compliqué, on lui dit, non, ça marche pas. Donc nous, on est moitié tech, moitié artiste, si on veut faire simple. Et ça veut dire qu'on parle sur le design, et on se dit, non, on rentre dans des univers qui sont des univers immersifs. Il faut qu'on soit bien. Si vous nous mettez des murs verts, des murs bleus, où il se passe rien, où il n'y a pas d'esthétisme, je vais pas y rester. Donc on garde cette émotion, on a des artistes, on a des gens qui travaillent sur la lumière, et notre produit n'est pas fini tant que la lumière n'est pas passée. Et c'est pareil pour le son. C'est super important. Et voilà, c'est un parti pris éditorial. Et on pense que la France a vraiment quelque chose à faire dans cet éditorial-là et qu'on va être très différent là-dessus. Guillaume Moreau, la France... Ah, Stéphane Français, vous vouliez réagir 2 minutes? Oui, je voulais réagir au propos de Thomas, parce que moi, je suis très impressionné, évidemment, par la technologie qu'il développe. Et c'est que le début. Donc, vous imaginez, en fait, déjà, on parlait effectivement d'esthétisme. C'est un peu la perfection du monde réel, en fait. Et donc, on n'en est qu'au départ. Donc, imaginez derrière les scènes d'émotion qui vont être créées, alors qu'on en est déjà qu'au début, qu'on est tous, en fait, sous influence de cette technologie. Et évidemment, si certains ont pensé que ça pouvait s'arrêter, c'est une erreur, parce qu'évidemment, l'informatique évolue tout le temps. Le son comme l'image et la perception, tout ça vont avancer avec le métaverse, évidemment. Guillaume Moreau, comment va avancer le métavers selon vous? Comment il va évoluer? On a encore pas mal de défis, je dirais, notamment matériels. Aujourd'hui, on a un certain nombre de dispositifs. On a parlé des écrans jusqu'aux casques. Les casques, ils sont loin d'être parfaits. C'est aujourd'hui un casque, et ça le sera toujours par les lois de la physique, un compromis entre on veut le casque le plus petit possible et qui a le plus grand champ de vision possible, autrement dit qui vous englobe la tête le plus possible. On veut une autonomie énergétique malgré une certaine légèreté.
ce qui là encore est une contradiction. Et évidemment, on veut aussi une espèce d'autonomie, j'allais dire radio. On veut des casques sans fil. Donc il faut transmettre des informations via des réseaux qui existent ou qui n'existent pas encore, mais qui là encore peuvent coûter cher en matière d'énergie. Donc il y a déjà un gros compromis à obtenir sur le matériel, pour ne pas parler de tous les problèmes visuels que ça pose de façon générale. Ensuite, côté logiciel, on commence à avoir aujourd'hui des logiciels de création de contenu. Pour autant, ces logiciels ne sont pas tous accessibles, et je reprends les propos de M. Tassin, ils ne sont pas toujours accessibles, on va dire, aux non-technologues, aux non-artistes, aux artistes plutôt. Ils ne sont pas si faciles que ça à utiliser. Et puis, créer un contenu graphique, c'est bien. Être capable de le faire vivre, c'est encore une difficulté supplémentaire du point de vue logiciel. Et puis, il restera à vérifier les usages, la déontologie et l'éthique qui va autour, ainsi qu'éventuellement le cadre juridique. Le métavers pose de ce point de vue-là des nouvelles questions. Qui pour l'instant n'est pas défini, ce cadre juridique. Je rebondis sur ce que vous dites. Alors, il est défini tout en ne l'étant pas, puisqu'il est nécessairement questionnable. Si on fait un parallèle avec les jeux vidéo, par exemple, aujourd'hui, dans un jeu vidéo, on va dire de manière simple que vous avez non seulement le droit, mais l'objectif de tuer votre prochain. Donc, de ce point de vue-là, la législation classique ne s'applique guère. À l'inverse, il y a aujourd'hui dans les jeux vidéo, et c'est malheureusement bien connu, des phénomènes de harcèlement, notamment vis-à-vis des jeunes filles, qui, eux, sont fort heureusement répréhensibles. Donc le statut juridique de ce qui se passe aujourd'hui dans un univers de réalité virtuelle, pour ne pas dire métavers, c'est pas si clair. Où commence la loi? Où s'arrête-t-elle? Quelle est la morale qu'on peut mettre derrière? Et je vais citer un exemple un petit peu anecdotique, mais qui place la difficulté du débat. Aujourd'hui, vous pouvez tuer votre voisin dans un jeu vidéo dans le métavers, aucun souci. En revanche, si vous faites du mal à un petit chat, là, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué moralement parlant. Pour autant, le chat reste aussi virtuel que votre voisin virtuel. Donc voilà, pas mal de questions, pas beaucoup de solutions. Meta se pose par exemple énormément de questions sur comment gérer les phénomènes de harcèlement dans son métavers. Mais il n'y a pas encore de réponse absolue. Donc ça aussi, ça va évoluer. Question éthique, je suis obligée de vous la poser aussi, puisque c'est comme ça que vous vous définissez un métavers éthique et respectueux. Qu'est-ce que ça veut dire, un métavers éthique ? Alors, c'est-à-dire qu'on se pose toutes ces questions-là et on y répond le mieux possible. Alors, les questions, elles vont du green, ouais. Évidemment. Impact environnemental. Voilà, à la déontologie. Qu'est-ce qu'on propose ? Je pense que la question la principale, c'est qu'est-ce qu'on propose ? On vient pourquoi ? On part avec quoi ? Voilà. C'est cette question-là. Après, évidemment, le harcèlement, tout ça, ce sont des sujets. Mais si jamais on vient et qu'on vient pour des mauvaises raisons, qu'on est harcelé et qu'on repart avec des choses négatives, quelque part, on a raté. Donc nous, quand on dit éthique, c'est-à-dire qu'on y va pour être enrichi, que ce soit du côté pédagogique, éducation, et on ressort avec une envie qui va nous connecter de manière plus forte avec le monde réel. Mais je rebondis sur ce que vous dites, pourquoi on y va justement ? Moi je me suis posé la question, est-ce qu'il n'y a pas une forme, de la même manière quand on parle de la transition écologique, de greenwashing aujourd'hui, avec des entreprises qui se lancent dans le métavers pour dire « je me suis lancé dans le métavers » sans véritablement se poser la question du pourquoi ? Ah, ça c'est les entreprises. Oui d'accord. Pourquoi c'est pas du greenwashing, c'est de se dire on est à la mode. On est à la mode et on y va. Non, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience que ça va être un média important, un médium important, et que soit les consommateurs de ces entreprises-là, alors après il faut regarder entreprise par entreprise, soit les entreprises elles-mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont pour l'interne, ça va être quelque chose où on va pouvoir transmettre les valeurs de l'entreprise. Ça devient un nouveau vecteur de ce qu'est l'entreprise et comment elle respire et elle vit. Donc, je pense que c'est autour de ça où il y a eu la communication. Il y a la communication, la photo, les films, la com. C'est quand même très important pour l'entreprise. Et là, c'est un nouvel outil beaucoup plus fort, beaucoup plus immersif. Donc oui, c'est logique de se poser la question et d'aller voir et de commencer le plus tôt possible parce que ça va être un travail. C'est une page blanche. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui est éthique, justement ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui a du sens ? Quel est le sens de ça ? C'est vraiment un travail. Donc, ça me paraît très, très logique que les entreprises s'y intéressent. Et nous, on travaille beaucoup avec des marques et des maisons, beaucoup dans le luxe, autour de ça.
Stéphane Français, je vous voyais réagir tout à l'heure sur l'aspect, je sais pas, je crois que c'était sur la réalité virtuelle, c'est ça, sur tout ce qui est toute la technologie qui tourne autour du métavers, aujourd'hui des outils dont on a besoin ou pas, hein, puisque des fois on peut se connecter sur un métavers via un navigateur web, mais derrière il y a quand même tous ces casques de réalité virtuelle qui existent. Peut-être que Thomson va se lancer dans la VR. En tout cas, en parlant avec vous dans cette émission, ça donne envie, effectivement, parce que j'entendais tout à l'heure, et c'était très justement annoncé, qu'il y avait des problèmes aussi de consommation d'énergie. Et là, pour le coup, en fait, on parlait de Qualcomm. Nous, on a des ordinateurs qui ont 24 heures d'autonomie. Donc, c'est le double, en fait, d'une réalité qui peut être donnée avec Intel, parce que Intel consomme plus. Mais vous voyez, par exemple, le métavers, c'est beaucoup plus adapté pour un processeur qui va, en fait, avoir des transitions sur l'énergie qui lui permettra, en fait, de durer plus longtemps. Avec la même batterie, vous doublez votre temps, en fait, d'usage. Et effectivement, le métaverse, normalement, développe des technologies qui sont consommatrices, parce que, évidemment, si vous avez un meilleur son, si vous avez une meilleure image et un développement plus important qui surprend et qui impressionne, forcément qu'il y a une consommation d'énergie. Donc ça, c'est un point très important. Et effectivement, j'étais en train de réfléchir au fait qu'on puisse tourner des gammes plutôt moyenne gamme ou haut de gamme vers le métaverse, et pourquoi pas les développer ensemble, parce que moi, j'aime beaucoup les sociétés françaises et je suis prêt à aider, évidemment, et à mettre ça avec les produits Thomson pour qu'on puisse se développer ensemble en France, en Europe et dans le monde. Parce que l'adoption du grand public passera forcément par une technologie accessible. Oui, mais c'est vraiment déjà accessible aujourd'hui. D'abord, c'est déjà accessible sur les casques, qui sont à des prix, c'est cher, mais 450 € pour un casque. Quelque part, on y est déjà, et je ne sais pas combien vaut votre téléphone, mais on ne doit pas être très loin. Donc, on voit qu'on rentre dans cette gamme-là. Et puis ensuite, ça fonctionne sur téléphone, ça fonctionne sur tablette et sur ordinateur. Et aussi sur console. Et les gens qui sont équipés en console, il y en a. Et pareil, si vous regardez les prix, on est dans les prix des casques. Donc, c'est déjà accessible. Tout ça est en train de se mettre en place. Et je pense que ça va être plus rapide que prévu. Voilà. Donc, on est sur du temps qui n'est pas 3 mois, mais qui n'est pas 30 ans. Pourquoi plus rapide que prévu? Quand on regarde les chiffres, on voit une personne sur 4 passera au moins 1 heure dans le métavers d'ici 2026. Enfin, on a l'impression que là, on n'y est pas du tout. On n'est pas en 2026, c'est bizarre. On n'est pas loin quand même. On n'y est pas du tout, mais 2 ans par rapport à 3 mois, oui, ça peut accélérer. Il peut se passer des choses, ça peut aller très vite ces prochaines années. Vous prenez Zoom avant le Covid et Zoom après le Covid, vous allez voir que les chiffres ne sont pas les mêmes. Et donc là, il suffit d'un petit déclencheur. Je ne sais pas, j'ai entendu parler d'un casque Apple, par exemple, qui devrait arriver. Ou non, Apple, je ne connais pas. Bon, voilà. En tout cas, il va y avoir différentes choses. Quand vous avez un champion qui lance la course, vous avez beaucoup de monde qui suit derrière, les prix qui baissent, l'accessibilité, les nouvelles façons, les nouveaux UX qu'on appelle expérience utilisateur, interface utilisateur qui se mettent en place, et puis ça devient naturel et on oublie. Et vous reprenez le téléphone, on ne pouvait pas se connecter, ça ne marchait pas, c'était cher quand on appelait sur un téléphone, et on se disait ça sert à rien, puis petit à petit on a mis de l'appareil photo dedans, on dit c'est complètement débile, et aujourd'hui, on a des téléphones qui coûtent cher quand même et qui font tout ça et plus personne ne se pose la question et tout le monde a 1 ou 2 téléphones et toute la journée dessus. Ça va pas forcément être le cas avec le métavers. Ce problème d'addiction peut se poser un peu moins parce que quand on est dans un casque, le fait que ça soit immersif, on est plus proche d'une expérience cinéma que d'une expérience télévision ou téléphone. Donc là, par rapport à l'éthique, nous on est assez confortable avec ça. Mais le fait que ça soit un espace où on va assez régulièrement pour retrouver des amis, faire des choses, et ça je ne vais pas rentrer dans les usages parce que sinon c'est terminé, mais voilà, oui, ça va se passer. On arrive à la fin, Guillaume Moreau, en 1 minute, vous nous parliez tout à l'heure des freins à dépasser, logistique, technologique, voilà, quelles sont les questions qu'on va devoir se poser demain? Alors la première, je vais commencer par quelque chose d'extrêmement simple. Très rapidement, aujourd'hui, les écrans ne sont pas bons pour le système visuel humain. Et je dis bien les écrans, ce n'est pas spécifique au métavers, c'est vrai aussi pour les téléphones portables. Et tous les écrans, quels qu'ils soient, quelle que soit leur qualité. Pourquoi? Parce que simplement, ils nuisent au développement du système visuel humain qui se développe jusque vers 20 ans. Ils favorisent une forme de myopie. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans les
par exemple en Chine, avec une prévalence de la myopie chez les adolescents qui est supérieure à 80%. Donc voilà, un obstacle, tout simple, tout bête, compréhensible par tous. Et puis après, les autres, on en a parlé, développement technologique, usage. Ça reste, pour reprendre l'exemple de Zoom là, qui vient d'être cité par M. Tassin, moi ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on a tous vécu pendant le confinement ce qui s'appelait les apéros WhatsApp, et on est tous d'accord pour dire que c'est pas la même chose qu'un apéro avec les copains. On est dans un mode, entre guillemets, dégradé, mais qui permet d'obtenir quelque chose auquel on n'avait pas ou plus accès. Bientôt, on n'aura plus accès à la pyramide de Khéops parce qu'on n'aura plus d'avions, on n'aura plus de pétrole pour les avions. Eh bien, c'est un mode dégradé, c'est pas aussi bien que Khéops, mais ça permet d'accéder à quelque chose qu'on ne connaît plus ou qu'on ne connaît pas encore si on parle de choses qui ne sont pas encore construites. Donc voilà un bel enjeu d'usage. Donner accès à quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Moi, je pense qu'on peut terminer sur ces mots. Merci beaucoup à tous les deux, tous les trois, d'avoir débattu avec nous sur ce sujet. Guillaume Moreau, je rappelle, vous êtes directeur délégué recherche et innovation au IMT Atlantique. Vous travaillez également pour le laboratoire Lapstic. Thomas Tassin, vous êtes le directeur général de Mira. Et Stéphane Francet, le président de Metavisio Thomson Computing. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Smart Tech. On marque une courte pause et on se retrouve tout de suite pour le rendez-vous crypto.